C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur KTB Radio, la radio du peuple. Chaque mardi à 11h, nous vous proposons l'émission Le Micro des Artisans, où nous recevrons différents artisans, des personnes travaillant par exemple le textile ou encore le bois, pour qu'ils vous fassent partager leur passion, leur technique et leur savoir-faire. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau Marilène Pérez, créatrice couturière d'art, qui a créé son entreprise Kanamaya en 2002 et qui est installée à la Bâtie-Neuve dans les Hautes-Alpes. Bonjour Marilène. Bonjour Romain. Merci d'être parmi nous et d'avoir accepté notre invitation. Alors la première question qui m'est venue lorsqu'on s'est rencontrés, une rencontre téléphonique du coup, rencontrée par la voix, d'où est venue l'idée du nom de ton entreprise Kanamaya? Est-ce qu'il y a une signification? Oui, il y a une signification. J'avais besoin d'avoir un nom qui me ressemble, qui correspond un peu à ce que je suis, à mon parcours. Et donc, j'ai fait mes petites recherches. Et Kana, normalement en hindi, s'écrit K-Na-A avec 2 A. Et j'ai mis un A tréma. Et signifie manger en hindi. Je m'appelle Marilène. Et Maya, dans les écritures orientales, c'est le dérivé de Marie, qui signifie la goutte de la mer, M-E-R. Et en même temps, nous sommes tous des gouttes de l'océan. Nous venons tous de l'océan. Et je trouvais que ce parallèle était assez intéressant. Maya est également dans les écritures précolombiennes la base du mot Mariam, qui est devenu après dans les écritures Sainte Marie. Et donc comme je m'appelle Marie, je trouvais ça très intéressant. Donc j'ai fait un peu un melting. En plus, j'aime beaucoup manger, je me cultive beaucoup, j'ai une nourriture spirituelle assez importante. Et Maya est associée aussi au caractère énergie, rigoureuse, consciencieuse, qui est un peu mes traits de caractère au travail. Donc voilà, tout ça mis en mélange a fait que j'ai trouvé que Kanamaya correspondait à ce que j'étais, à l'évolution de ma personnalité. C'était original, j'ai demandé à plusieurs personnes de mon entourage ce qu'ils en pensaient, ils ont trouvé ça super, et voilà. Kanamaya est né, et j'ai déposé la marque à l'INPI. Du coup, on va faire une chronologie de ton histoire, de ton chemin. Est-ce qu'il y a un lien avec l'enfance ? Est-ce que tu faisais la couture quand tu étais enfant, le dessin Oui, ma grand-mère, couturière, était avec ses 5 sœurs, fourreuses couturières de métier. Donc j'ai baigné dans les fils. Toutes les sœurs aussi ? Toutes les sœurs. Donc j'ai baigné dans les machines à coudre, dans les fils, dans les aiguilles, dans le fer à repasser. Et il y avait toujours modes et travaux à la maison. Je découpais, je dessinais beaucoup des figurines de princesses, de dessins de mode. Et ça, depuis que je suis toute petite. Or, étant gauchère, avec un neuroatypisme assez important, puisque je suis 10++, et avec des troubles d'attention assez importants, on m'a toujours dit que c'était impossible, je ne serais jamais couturière. Bon, j'ai pris ça pour moi, je me suis dit, tant pis, je suis nulle, je ne ferai jamais de la couture dans ma vie. Et on m'a dit, le mieux c'est que tu fasses des études. C'est ce que j'ai fait. La couture est devenue une passion, un peu un hobby, un loisir créatif, mais je n'en ai pas fait mon métier, pour toutes ces raisons. Et en plus, dans les années 70, la couturière n'était pas vraiment le cœur du métier. On attendait des jeunes d'être plutôt faire des grandes études. Voilà, donc... Tu faisais du coup la couture quand tu étais petite? Oui, c'est ça, ouais. Oui, ma grand-mère m'a un petit peu... Oui. Ma grand-mère m'a appris à monter des boutons, à faire des ourlets. Et le dessin aussi, du coup? Le dessin, mais le dessin tout le temps. J'ai toujours dessiné. Tout le temps. J'avais toujours un crayon à la main. Et oui, j'aimais ça. Et d'ailleurs, j'ai eu ma première machine à coudre, j'y pense, là, tiens. Ma première machine à coudre en cadeau de Noël, elle marchait à pile. Et je devais avoir 6-7 ans. Voilà. Donc, c'est vrai que c'était quelque chose de latent, mais qui n'était pas révélé en tout cas comme un métier. Donc, il y avait cette passion de la couture qui était, on va dire, endormie, parce que tu parles d'éveil. Tu m'as parlé aussi de
lorsque tu étais adolescente, tu étais passionnée par la mer et Jacques-Yves Cousteau, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc ça a été un peu le parcours de mes études. Habitant Aix-en-Provence, mon père faisait de la plongée sous-marine et quand j'étais gamine, on allait plonger, on faisait de l'apnée du côté de Cassis. Et donc, toujours fascinée par la mer. Peut-être qu'Anamaya aussi, hein, Goutte de la mer, il y a aussi ce rapport il y a ce lien aussi, le rapport à la mer. Et j'ai toujours eu on va dire, une fascination pour Jean-Yves Cousteau. Et donc, dès la 6e, je voulais être exploratrice des lieux sous-marins. Donc, comme je suis assez pugnace et entêtée, j'ai fait toutes mes études pour essayer, en tout cas, de faire des sciences et d'arriver à être exploratrice des lieux sous-marins. Je n'ai fait que de la plongée à Cassis, je n'ai jamais été exploratrice des lieux sous-marins, mais voilà. Mais j'ai fait ça m'a amené, en tout cas, à faire des études scientifiques assez importantes. Donc ensuite, tu te destines vers la science. Oui. Donc tu fais tes études. Tu as quel cursus Alors j'ai un cursus de laboratoire d'analyse médicale au départ, puisque j'ai un BTS. Ensuite je suis allée à la fac à Jussieu, donc grande faculté parisienne, P7, où j'ai fait donc un master de biochimiste. Donc moi je suis biochimiste de formation et j'ai fini avec un master 1 ou master 2, je ne sais jamais dans quel sens c'est maintenant. Donc un 3e cycle à la fac de pharmacie à Paris, et dans le domaine de la nutrition, justement. J'aurais pu aller à Roscoff faire des études supérieures, mais là, pour des raisons personnelles, c'était très compliqué d'avoir un logement assez loin de Paris. Donc je me suis arrêtée à mon choix de nutrition à la fac. Ensuite, tu as été enseignante? Oui, j'ai fait de la recherche et développement. Alors, en laboratoire en radiobiologie au CEA à Paris, à Saclay. J'ai travaillé ça va faire rire du monde ça, pour Pernod Ricard. Ah oui. J'étais en recherche et développement, nouveaux produits à Pernod Ricard. Donc voilà, j'ai participé à certaines études. Et quel genre d'études du coup? Alors, tu peux le dire? Oui, bien sûr, il n'y a rien de secret. Je devais mettre en place, je devais faire une stratégie d'innovation de nouveaux produits nutritionnels autour de Pernod Ricard avec des boissons, des jus de fruits. Donc je leur avais proposé, alors c'était très novateur à l'époque, hein, puisque ça remonte à plus de 30 ans, des mélanges de fruits et légumes avec quelque chose que maintenant on voit ça partout dans tous les marchés, la spiruline. Donc je connaissais déjà la spiruline avant même que les personnes font de la spiruline au jour d'aujourd'hui. Et voilà, je leur avais proposé un produit. Et après, voilà, il s'est passé que j'ai tourné professionnellement sur d'autres univers. Donc je me suis arrêtée là, chez Pernod. Et ensuite, tu étais enseignante? Oui. Ouais. C'était collège, lycée? Alors, j'étais enseignante, BTS. Non. Alors, j'ai fait du technique. Ce qui m'intéressait, c'était avec des jeunes qui étaient en difficulté. Pour moi, c'était important de leur apporter du soutien et de leur apporter de la joie à travers les enseignements. Donc, je n'étais pas un pur produit de l'éducation nationale, mais j'aimais bien un peu les chemins détournés. Donc, j'ai été pendant plusieurs années, et ça m'a même jusque dans les Hautes-Alpes, dans des CFA, où j'ai été donc en formation CAP des métiers de l'hôtellerie, cuisine, pâtissier, chaudronnier, voilà, je sais plus, vente aussi, j'ai fait pour beaucoup de classes. Et c'était très chouette parce que c'était des jeunes qui avaient vraiment de très grosses difficultés. Pour moi, c'était important de leur donner confiance et de savoir que, avec un diplôme, on peut faire plein de choses. Et même quand on n'en a pas d'ailleurs. Mais c'est ça. Même quand on n'en a pas. L'important, c'est la passion qu'on donne à ce qu'on fait. Exactement, tout à fait. Ensuite, tu es arrivé dans les Hautes-Alpes, c'est ça? Voilà, il y a 23 ans, 24 ans maintenant, je suis arrivée dans les Hautes-Alpes. Et donc, comme vous avez pu entendre, j'étais surdiplômée. Il a fallu que je trouve une formation, en tout cas un métier qui me corresponde au territoire. Il n'y en avait pas vraiment. Et donc, on m'a dit ce serait bien peut-être d'être libérale. Et pour être libérale, il a fallu que je retourne sur les bancs de l'école. Et j'ai passé donc mon BTS diététique pour avoir l'habilitation d'être diététicienne nutritionniste libérale. Et donc, voilà. Tu as fait ça pendant 20 ans. Tout à fait.
Voilà, tu as passé une grande partie dans ce domaine de la diététique. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ce domaine de la diététique pour les auditeurs qui ne connaissent pas ce sujet? Tout à fait. Alors moi je vais parler de mon atypisme professionnel. C'est important parce qu'on n'a pas tous le même regard. Alors moi je me suis toujours battue contre la grossophobie et sur le fait qu'une femme doit être absolument mince avec un standard de forme. Donc mon objectif pour moi c'est de rendre les gens bien dans leur peau, quelle que soit leur taille. Et il était important à travers mes conseils purement théoriques là, de l'alimentation, de leur donner plus que ça, en tout cas de leur donner confiance en eux. C'est pour ça que j'ai travaillé beaucoup en diététique comportementale. Voilà. Le métier de diététicien consiste, alors il y a plusieurs versus, théoriquement consiste à apporter à une personne des informations et des conseils pour avoir une alimentation saine et équilibrée et qui soit en lien avec leur physiologie ou leur pathologie, puisque chaque pathologie va avoir des particularités alimentaires et c'est la raison pour laquelle une personne par exemple qui a une cardiopathie, on va peut-être accentuer une alimentation différente qu'une personne qui a une insuffisance rénale par exemple. Donc ça, normalement, c'est un métier qui est professionnel de la santé, où on est très proche des gens et du corps médical, mais souvent très seul, puisque les gens connaissent assez mal. Diététicien, ça a toujours été en rapport je maigris, alors que ce n'est pas du tout le cas, c'est pas du tout, en tout cas, on va dire, la finalité première du métier de diététicien, c'est de rendre les gens en bonne santé en tout cas. Et est-ce que tu as vu une évolution de ce métier-là en 20 ans? Oui, tout à fait. Il y a 20 ans, on était très proche des médecins, des infirmiers, donc des professionnels de soignants. Il n'y avait pas trop d'internet. Et ce qu'on disait était bien reçu. Et ça se passait comme une lettre à la poste. On dit, les gens acquiesçaient et pouvaient effectivement évoluer avec le métier. Avec l'arrivée d'Internet, il est arrivé ce qu'on appelle, moi, je suis désolée, mais des pseudo-diètes, des pseudo-nutritionnistes ou des pseudo-coachs qui vont de chacun de leur information et les gens sont perdus. Ils sont perdus parce qu'il y a tellement d'informations contrariées et qui ne sont pas toujours bonnes. Et chacun prend un peu tout ça pour lui. Et voilà. Donc ça fait des déviances autour de l'alimentation, à tel point que même des personnes ont eu des gros soucis de santé, puisque à aller par exemple, sur des forums, des gens qui n'ont pas des compétences ou n'ont pas eu la formation peuvent dire tout et n'importe quoi. Donc j'ai vu vraiment une évolution. Je ne suis pas la seule dans le métier. On a crié haut et fort en national qu'il fallait faire très très attention parce que cette déviance allait mettre la santé des personnes en péril. Ce qui n'a pas aidé, ça a été les médias qui ont rajouté une couche sur des informations nutritionnelles qui ont rendu les gens complètement phobiques de l'alimentation. Et au lieu d'avoir une alimentation normale et naturelle, moi j'ai été diététicienne, mais gamine, ça posait aucun problème. On mangeait des fruits, des légumes, de la viande, des produits laitiers et tout le monde allait très bien. On n'avait pas besoin de tout ça. Donc il y a quand même eu vraiment une très grosse déviance qui, à mon sens... Et du coup, cette déviance, tu l'as vraiment ressentie à la fin de ta carrière de diététicienne? Ça a commencé dans les années 2010, 2015. On commence à avoir vraiment... c'est toutes les chaînes qu'on voit à la télévision qui nous bassinent avec leur régime miracle. Je ne vais pas les nommer, mais tout le monde les connaît. Voilà, tout le monde les connaît. Les livres, les influenceurs aussi. Donc c'est toute cette vague-là qui a fait que les gens ne savent pas. Ils ne savent plus où donner de la tête. Et en plus, ils sont malins parce qu'ils surfent sur le mal-être des gens. Quoi de mieux que de faire payer 100 ou 150 euros une séance pour faire croire que... Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Voilà. Et puis, il y a un moment important et charnière dans ta direction qui a fait changer ton parcours. C'est le moment où tu as eu un surmenage et tu as perdu ta voix.
Oui. Alors, il y a eu en 2017 un premier accident, un premier burn-out, où là, j'ai été hospitalisée longuement. Et donc, j'ai repris le travail en essayant de me raccrocher aux branches, comme on dit. Et donc en 2022, j'ai eu un gros surmenage. Et à ce moment-là, j'ai effectivement perdu ma voix pendant 6 mois. Et là, je me suis posé des questions en me disant, en fin de compte, je crois que c'est le moment pour faire autre chose, pour aller vers autre chose. Et c'est à ce moment-là où, pendant ma convalescence, je suis rentrée dans un magasin de couture et je me suis dit, voilà, c'est ça. Donc il y a une sorte d'illumination qui est venue. Et tu as pensé à ta grand-mère, c'est ça, à ce moment-là? Exactement, j'ai pensé à ma grand-mère. Et alors, chose incroyable, c'est pendant 20 ans, dans mon bureau, que j'ai toujours à Gap, j'ai toujours la machine à coudre de ma grand-mère. Ma grand-mère, la machine à coudre de ma grand-mère n'est plus de ce monde, elle est toujours dans mon bureau. Et je me dis, c'est incroyable, elle était là, sous mes yeux, et j'ai passé 20 ans à côté de la machine à coudre. Et lorsque tu es rentrée dans le magasin, c'était quel type de magasin du coup? C'est un magasin qui s'appelle Couture et Scrap, 3 rue d'Abon, à Gap. D'accord. Voilà. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu un éclaircissement dans ton chemin? Oui, il y a eu l'odeur. Alors je suis très sensible, j'ai ce qu'on appelle caractéristique, je suis un nez. Un nez, c'est-à-dire je suis très fine dans les odeurs et très voilà. Donc et j'ai senti des odeurs très particulières, très douces, avec des odeurs de vanille. Il y avait plein de notes comme ça, assez florales dans ce magasin. Et ça m'a peut-être reprojeté dans mon enfance. C'est un peu ça m'a vraiment renvoyé à des choses très lointaines. À me dire, je suis trop bien là. En fin de compte, c'est ça. C'est les dessins, et voilà, je repars sur autre chose. Et ensuite, tu as fait une reconversion. Tu t'es vraiment lancée dans ce monde de la couture. Oui, tout à fait. Donc reconversion. Alors tu m'as dit, c'est le CAP métier de la mode et vêtements flous. Exactement. C'est l'intitulé du CAP pour avoir ce qu'on appelle le titre d'artisane d'art. Et le vêtement flou, qu'est-ce que ça signifie, ça? C'est pour le mettre en opposition au tailleur. D'accord. Donc ce sont plutôt des tissus qui sont souples et flous, alors que lorsqu'on fait du tailleur, ce sont plutôt des lainages, des manteaux, des techniques qui sont complètement différentes que faire d'une robe ou une veste ou un blouson. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils ont fait la différence avec le métier de vêtements flous et tailleur. Et donc là, à partir de ce moment, tu te lances dans cette aventure de la couture et tu crées ta propre entreprise, Kanna Maya, en avril 2022. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler de ton activité? Oui, bien sûr. Alors, il m'a fallu un peu de temps pour me positionner, parce que j'avais eu déjà une entreprise, et la deuxième, on essaie de ne pas refaire les mêmes erreurs, et on essaie surtout de se dire, mais qui suis-je et vers quoi j'ai envie d'aller? Donc, je pense que ça commence à venir. Mon positionnement, c'est les métiers, c'est des vêtements chics et confortables pour toute morphologie, et ça j'insiste bien. Quand je dis que j'ai la mode sans taille, c'est vraiment la mode sans taille. J'ai mon mètre, mon centimètre, je préfère prendre les mesures des personnes. C'est très bon enfant, je discute beaucoup avec les gens sur leurs besoins, et ça va être plutôt la mode féminine. Il y a aussi la mode masculine, parce que les hommes aussi, ils aiment bien aussi avoir des choses différentes, des vestes, des blousons, donc je fais les deux, vêtements chics, vêtements chics. Mais comme je suis femme de motard, j'aime bien le sportwear et j'aime bien le cuir. Donc voilà, il y a aussi une partie de moi qui va aussi travailler sur la partie des vêtements un peu montagne, vêtements de cuir et de moto. D'accord, bon, on en parlera tout à l'heure, mais on va effectuer une petite pause musicale avant. Comme cette émission, c'est ton émission, Marilène, je t'ai demandé de choisir 3 chansons. Et donc tu as choisi en première chanson, la chanson Bluebird, composée et interprétée par Arnak. Donc il faut le comprendre comme A-R-T, NAC. Pour quelle raison as-tu choisi cette chanson? Eh bien, Arnak, c'est le nom de scène de mon fils, 24 ans, qui est passionné de musique technivale et de musique techno, et de musique tout court, et qui adore composer.
Et depuis plusieurs années, il met beaucoup de cœur et d'amour dans ce qu'il fait. Et je l'accompagne et je le soutiens dans son développement personnel. Et je trouvais que ce morceau, quand je l'ai écouté la première fois, je me suis dit waouh, ça y est, on commence à aboutir à quelque chose d'intéressant musicalement. Moi, j'ai fait de la musique, donc il y a les mélodies, les transcriptions me parlent. Et je me suis dit, ça y est, ça commence à venir. Et c'était aussi pour lui rendre hommage, pour lui dire que il faut qu'il continue à persévérer. Et sur KTB Radio, nous soutenons aussi Arnak en écoutant la chanson Bluebird.
Nous venons d'écouter Arnac, A-R-T-N-A-C, avec la chanson Bluebird. Et nous sommes de retour sur KTB Radio dans l'émission Le Micro des Artisans, en compagnie de Marie-Hélène Pérez, artisane couturière, qui a créé l'entreprise Canamaya et qui est installée à la Bâtie-Neuve dans les Hautes-Alpes. Donc Marie-Hélène, j'aimerais qu'on aborde ton travail en tant que tel. Est-ce que tu as une méthode de travail, une technique particulière? Oui. Étant créatrice, pour moi, ce qui est important, c'est d'écouter la demande de la personne. Donc je pars, j'ai une dame qui me dit j'ai un tissu, je veux une robe, j'ai gribouillé un petit truc, mais je ne suis pas très bonne. Je lui dis ok. Donc on se rencontre, je vois un peu ce qu'elle me propose, et je lui dis écoutez, moi déjà je vais commencer par faire des dessins. C'est ce qu'on appelle l'étape de stylisme. Donc je fais 1, 2, 3, 4 dessins de dos, de face, de profil, et je lui propose des modèles. À partir de là, elle choisit le modèle qui lui correspond le mieux. Une fois que le modèle est fait, je prends les mesures de la personne, vraiment dans la totalité du corps humain, et à ce moment-là, je vais faire ce qu'on appelle le patron, un patron de base sur du papier. C'est l'étape de patronage. Donc cette étape est assez longue parce que... Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, le patronage, qu'est-ce que c'est? Je vais prendre les mesures, par exemple de la taille, des hanches, de la poitrine, et je vais mettre à plat en géométrie. Je vais faire une espèce de rectangle, et avec ce rectangle, je vais dessiner la totalité du corps, mais à plat. C'est ce qu'on appelle faire du patronage à plat. Et à ce moment-là, je vais créer le patron. On appelle ça un patron de base. Donc je fais ça sur une feuille, c'est du papier de soie. Je le dessine avec règle, équerre, crayon de papier. Et je fais un modèle de base. Une fois que j'ai ce modèle de base qui s'inclut dans un rectangle, à peu près, je vais repérer la forme de la robe qui est à faire. Et donc je vais modifier mon patron de base, toujours sur du papier de base, cette technique de patronage, et je vais dessiner le buste, par exemple, d'une robe. Une fois que j'ai fait le buste des robes, je vais découper mon patron. Ce patron, je regarde sur un mannequin. Donc j'ai un mannequin à la maison qui me permet de voir à peu près si ça correspond à peu près à ce que je désire. Et à partir de là, je fais ce qu'on appelle une pièce de patron, c'est-à-dire c'est une toile blanche tout à fait basique, et je fais un premier jet de couture, mais vraiment des fois presque à la main. Je couds à la main très très rapidement pour me rendre compte un peu le volume du vêtement. Une fois que ça c'est fait, je le montre, je dis à la dame de venir, elle l'essaie. Elle me dit ok, c'est pas mal, on fait les rectifications de ce premier modèle, et à partir de là, une fois que j'ai fait le brouillon, je fais ce que j'appelle moi le modèle zéro. Le modèle zéro, c'est-à-dire je prends un tissu de base proche du tissu final et je vais refaire une robe, mais à l'identique, vraiment comme si c'était le modèle. Je sais qu'il sera perfectible, mais ça permet à la cliente de savoir exactement comment elle va rentrer, de se projeter dans le vêtement. Et une fois que j'ai fait ce modèle zéro, on est d'accord sur le cahier des charges au niveau de la longueur, des épaules, de la taille, etc. Même du tissu, parce qu'elle peut très bien me dire, la semaine dernière, la dame m'a dit « En fin de compte, ce tissu, il me plaît bien. Alors, si j'avais su, je vous aurais pris votre tissu. » Et donc voilà, bon, c'est des petites anecdotes comme ça. Et après, je refais vraiment encore mieux cette pièce de vêtement dans le tissu demandé.
Voilà, donc ça c'est le processus. Ça c'est un processus. Après ça part aussi de mon imaginaire. Je fais ce qu'on appelle le notebook, donc là j'en ai amené un. Je mets des dessins, je découpe des formes, ça peut être une statue d'architecte, ça peut être 1000 choses différentes. Et je le laisse bien volontiers dans mon dessin. Et à un moment donné, je dis, ah tiens, avec ça, je vais créer une robe. Je vais dessiner. Donc il y a toujours de toute façon une page de dessin, de stylisme. Et après le stylisme, je vais sur la fabrication papier, étape de patronage géométrie. J'adore ça, hein, j'adore la géométrie. Donc pour moi, c'est un vrai régal de faire des maths à ce moment-là. Et après, je passe à l'étape couture. Il y a toujours plusieurs étapes. Et tu m'avais parlé aussi hors antenne des techniques industrielles aussi. Oui, alors les techniques industrielles, c'est ce que nous apprennent, en tout cas les formations en CAP couture, disons des métiers de la mode et vêtements flous. C'est en fin de compte des dessins qui vont représenter des schémas de coupe des tissus. Donc deux pièces qui sont situées l'une sur l'autre. Si j'ai par exemple un petit rond avec deux petits traits, ça veut dire que j'ai l'endroit contre l'endroit. Et donc ce sont vraiment des dessins, c'est un alphabet, c'est vraiment, on apprend un nouvel alphabet géométrique, un peu comme des hiéroglyphes. Et on doit être capable de lire et de savoir décrypter ces schémas pour pouvoir réaliser le dessin. Ça c'est la base, on va dire, du référentiel du diplôme, puisque normalement les jeunes femmes et les filles qui font ce diplôme sont censés partir et savoir avoir un cahier des charges et lire très rapidement le montage d'un vêtement. Et donc tu couds exclusivement à la machine ou tu fais un peu de couture à la main aussi? Alors, il y a toujours du couture à la main. Sur un vêtement, on va partir qu'il y a au moins 2 heures de couture main. Ça peut être un ourlet qu'on finit en ourlet invisible à la main, ça peut être une emmanchure, une encolure. Il y a vraiment toujours du cousu main. Et est-ce qu'il y a une pièce qui t'a le plus marqué ou où tu as apprécié travailler dessus? Oui, j'ai apporté des pièces d'ailleurs, et il y en a une, donc il y a la robe que j'ai créée, donc ça a été vraiment un plaisir de pouvoir la dessiner et d'arriver jusqu'à la finalité où la cliente dit bravo, merci. Ça c'est la plus belle des récompenses parce qu'on est parti vraiment du dessin jusqu'à la finalité, et ça a été pour moi un grand plaisir de travailler avec les finitions haute couture. Donc c'est une des robes qui est derrière. Et il y a un petit chemisier aussi que j'ai apprécié beaucoup parce que là on travaille avec ce qu'on appelle les techniques du plissage, et j'adore le plisser. Alors ça doit tenir de mon père. Mon père est un grand, c'est un monsieur qui fait de l'origami, mais version XXXL. Et donc je travaille moi les plis à plat, les plis piqués, les twistés, les plis religieuses. Et sur ce petit chemisier, j'ai un peu le modèle qui m'était imposé, puisque c'est pas moi qui l'ai créé. Il y avait toutes ces techniques-là et j'ai trouvé ça très agréable à faire. Eh ben, on va parler justement des pièces. Donc, ce que je te propose, c'est que tu restes là. On va changer de ce qui était prévu. Tu restes là et moi, je les montre juste à côté de toi. Donc, il y a 4 pièces, c'est ça? Oui. On va commencer par la première. Donc, voilà. Hop. Parle bien devant le micro. Et on va faire une petite description. Alors, cette pièce, c'est rigolo, c'est une pièce d'étude. J'appelle ça ma robe d'exercice. C'est une robe d'exercice que j'ai eue pendant mes formations CAP. Et je l'aime beaucoup parce que justement, elle m'a donné des sueurs froides, notamment pour faire ce qu'on appelle des piqûres à distance. Donc ça permet de montrer aux personnes la finesse des piqûres que l'on peut faire à distance, de bien pouvoir ici avoir des intersections qui sont bien réalisées, de faire également ce qu'on appelle de démontrer les découpes princesses qui sont sur les poitrines, qui peuvent être donc tout à fait caractéristiques. Comme j'ai une brodeuse à la maison, j'ai aussi fait un motif brodé pour indiquer que l'on pouvait aussi personnaliser, customiser aussi sa pièce. Ici sur cette, voilà, donc là on a une broderie, on a une fermeture éclair montée invisible. Elle n'est pas doublée cette robe, puisque c'est une robe d'exercice. Et donc là on a vraiment le travail
à l'invisible d'une fermeture éclair qui ne se voit pas. Voilà, c'est le principe de la fermeture invisible. Ça permet également de voir ce qu'est on va dire des parmentures. Les parmentures, c'est ces petits bouts de tissu qui permettent donc de rigidifier les encolures. Alors on a des parmentures qui sont sur l'encolure, mais aussi des parmentures que l'on peut avoir sur les épaules et aussi voilà, sur les parties basses du vêtement. Voilà un petit peu cette petite pièce, et elle est en lin et dans un tissu que j'apprécie particulièrement, puisque le lin c'est une fibre naturelle. En France, nous avons je fais un peu de digression, mais en France, nous avons donc des cultures de lin de très grande qualité. Ça revient, et moi je vous invite vraiment à acheter des vêtements, en tout cas des textiles en lin, qui sont quand même des textiles de grande qualité. Surtout, lavez-les avant de travailler votre tissu, parce que sinon vous allez avoir un mouchoir de poche. Mais bon, voilà, le lin, c'est un super produit. Hop, on va prendre l'autre. Celui-ci. On va faire l'ordre directement. Alors voilà, ça c'est ma petite chouchoute, donc c'est la fameuse robe, c'est mon modèle 0 réalisé pour cette cliente. Donc ici, on va voir, elle est toute doublée. Donc en gros, vous avez la doublure qui est à l'intérieur, à l'identique qu'il y a la robe. Et elle m'avait demandé de faire un joli petit volant en organza, c'est ce que j'ai fait. Et voilà, donc c'est un petit modèle. Ce modèle porte le nom de ma nièce, c'est le modèle Julia, by Kanamaya. Et voilà, donc c'est très agréable, c'est un petit tissu en polyester et lurex, très facile à mettre avec, donc voilà, j'ai pris des petites excusez-moi, j'ai le téléphone qui sonne. Voilà, avec ici on a donc des découpes qui ne sont pas des découpes princesses, mais qui sont ici des pinces. Alors là, on a des pinces de poitrine sur buste. Et là, justement, la grande difficulté, c'est de bien faire ajuster le buste à la pièce du bas, à la jupe du bas, pour pas qu'il y ait des décalages. Donc ça, on va dire techniquement, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Après, on revient un peu toujours sur la partie de la fermeture éclair invisible, avec sa partie derrière. Voilà, on a également des pinces haut dos et des pinces bas dos pour pouvoir avoir une robe qui est complètement ajustée. Cette robe est vraiment faite sur mesure pour la cliente. C'est pas un modèle... voilà, et derrière... et on dit haute couture, tout simplement. Je vais la retourner pour vous montrer un peu pourquoi elle est haute couture. Hop. Parce que vous ne trouverez pas ça dans les grandes surfaces. Et pas en prêt-à-porter. Elle est entièrement doublée. Voilà. Entièrement doublée. Et ici, la partie de la fermeture éclair, tout est en ourlet invisible fait main. Toute cette partie-là est fait main sur le côté. Et ici, voilà, on est sur la partie basse. Voilà la petite robe Julia. Alors ce chemisier, c'est un chemisier que je n'ai pas patronné. C'est un modèle, on va dire un patron que j'ai trouvé dans un cahier d'exercice. Il est dans l'autre sens. Et c'est ce que je vous disais, donc le côté très chouette. Ici, il y a 3 bandes. Une bande de plis piqués qui doivent être donc très rigoureusement identiques. On a ici 2 petits plis religieuses. Ici, on a les plis trustés. Donc, on est vraiment sur une petite blouse très sympa avec des petits bas de manches. Et là, c'est pareil, tout est cousu main. Tout est cousu main. En haut, en bas, ici non, et avec un col officier. Donc ça, on est sur une petite popeline de coton, 100% coton. Bon, le coton, c'est intéressant parce que c'est une fibre naturelle, végétale, qui respire bien. Après, bon, voilà, je ne vais pas plus en dire sur les fibres, je pourrais passer des heures à parler des fibres. Voilà, c'est pas l'objectif. Il faut savoir que le coton, c'est quand même la fibre textile qui est la plus demandeuse d'eau. Et donc, c'est une des raisons où je conseille vivement, lorsque l'on va travailler sur les tissus, de pouvoir essayer d'aller sur des lots dormants, c'est-à-dire ces fameux lots de tissus qui ont été déjà utilisés, qui dorment dans des entrepôts, plutôt que d'acheter des tissus neufs, mais vraiment d'aller moi en tout cas c'est ce que je fais, je vais voir des entrepôts avec des restes de tissus,
pour éviter voilà, de remettre sur le marché du tissu inutile, quoi. C'est pas nécessaire. Et la quatrième? Alors ça, c'est un petit truc rigolo que j'ai fait. C'est une jupe culotte, vous voyez. Jupe culotte de travail, on pourrait très bien aller dans les champs avec. C'est un jean un peu élastane. Et ici, je l'ai faite avec un petit côté sympa, c'est le sashiko. Le sashiko, c'est une broderie japonaise, une broderie qui est ancestrale au Japon, puisque dans les travaux ruraux, les messieurs qui partaient faisaient des trous à leurs pantalons ou leurs vestes, et les dames allaient faire des raccommodages avec des points droits géométriques. Et au Japon, ça fait des choses extraordinaires. Donc là, voilà, c'est juste pour démontrer un peu ce qu'on peut faire avec du sashiko. J'ai pour projet de faire des pièces entièrement en jean avec des formes sashiko. C'est encore des formes géométriques et avec la géométrie, on peut faire des choses très chouettes. Voilà, donc ça c'est un petit short que j'ai fait, vous voyez, sashiko. Et ces petites broderies japonaises, on peut aussi les faire. Moi, je le fais par exemple sur des jeans raccommodés. On a des vieux jeans. En ce moment, vous voyez la mode avec les trous dans les jeans. Bientôt, ils viendront dans mes ateliers et on fera des broderies sashiko pour réparer ces jeans. Et merci beaucoup, Marilène, pour cette démonstration de technique, de ton savoir-faire. Et c'est très intéressant ce domaine-là pour ceux qui ne connaissent pas, parce que moi je ne connais pas ce domaine de la couture. On apprend des choses, et c'est un peu le but de cette émission, de nous faire apprendre des choses, qu'il y a un partage de passion. Et donc nous on reçoit cette passion avec plaisir sur KTB Radio. Merci. Donc tu es installé à la Bâtie-Neuve, c'est ça? Oui. Est-ce que tu as un atelier? Oui, j'ai un atelier à mon domicile. Donc c'est un atelier que de création, c'est ça? Oui, c'est un atelier de création, oui, tout à fait. Donc on va effectuer une deuxième pause musicale. Tu as choisi la chanson, alors attention à mon accent, tu as choisi la chanson History Repeating. Tu peux me corriger si tu veux. History Repeating de Propeller Heads, feat Shirley Bassey. Ouais. Pourquoi tu as choisi cette chanson? Pour plein de raisons. Shirley Bassey est une grande chanteuse noire qui a un groove dans la voix exceptionnel, qui est encore vivante. C'est une vieille dame qui faisait du gospel, qui faisait du jazz, et j'adore ses voix graves. Le mélange de ce qu'elle va proposer dans cette chanson avec Propeller Head, qui est en fin de compte, c'est une musique qui a 25 ans pratiquement, et qui était un peu le début de la techno. Et dans ce mélange, on va retrouver des notes jazzy, des notes rock, des notes presque aussi un petit peu de classique. C'est un mélange des genres et ça fait un modèle musical absolument incroyable. Et en plus, les paroles sont fantastique parce que c'est... Tu as amené quelques traductions. Ah ouais, j'ai amené la traduction parce que je vais quand même vous lire juste quelques lignes. C'est à ce propos, il y a quelque chose qui évolue. Quoi qu'il puisse arriver, la Terre continue de tourner. Ils disent que le prochain grand événement est là, que la révolution est proche. Mais pour moi, il semble parfaitement clair, et tout cela est juste un petit morceau de l'histoire se répétant. Et en fin de compte, c'est ça, c'est la répétition de l'histoire de notre vie, l'histoire de la planète, l'histoire du monde, du bon, du mauvais, que les hommes et les femmes sont là pour vivre ensemble la joie, et l'histoire se répète. Et c'est en tout cas le fil conducteur de cette chanson, que je trouve exceptionnelle. Et nous écoutons tout de suite la chanson choisie par Marilène, History Repeating de Propeller Heads, feat Shirley Bassey. Nous revenons dans quelques instants sur KTB Radio. What is about? There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving.
They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. The newspapers shout, a new style is growing, but it don't know if it's coming or going. There is faction, there is fact. Some is good, some is bad. And the joke is rather sad, that it's all just a little bit of history repeating. And I've seen it before, and I'll see it again. Yes, I've seen it before. Just little bits of history repeating. Some people won't dance if they don't know who's singing. Why ask your head? It's your hips that are swinging. Life's for us to enjoy. Woman, man, girl and boy, feel the pain, feel the joy, and sidestep the little bits of history repeating. Just little bits of history repeating. And I've seen it before, and I'll see it again. Yes, I've seen it before. Just little bits of history repeating. Nous sommes de retour dans l'émission Le Micro des Artisans, en compagnie de Marie-Hélène Pérez, artisane couturière, dirigeante de l'entreprise artisanale Kanamaya, installée à la Bâtie-Neuve dans les Hautes-Alpes. Alors Marie-Hélène, on a fait un chemin dans ton chemin, sur ton chemin. On a parlé de ton passé, de ton présent. Et on va parler de ton futur. Quels sont tes projets aujourd'hui, dans les prochains mois, prochains jours, prochaines années, prochaines décennies? Alors, mon projet, c'est déjà de bien asseoir mes créations, de bien faire mes collections, de pouvoir me faire connaître, et j'aimerais bien pouvoir faire des défilés de mode, de couture, de ce que je fais. Donc voilà, donc déjà de bien avoir une croissance autour de mon entreprise artisane, ça c'est la première chose. Après, on va dire le Saint Graal. Le Saint Graal, ce serait que je puisse pouvoir développer mon activité en ayant un atelier avec d'autres personnes. Mais je ne prendrai pas n'importe qui. Donc pas des personnes, on va dire, qui ont des diplômes. C'est pas forcément ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est des personnes qui sont peut-être atypiques, justement.
des personnes qui sont créatives, qui vont apporter des points importants dans la création, des personnes qui sont aussi peut-être sur le bout du chemin, qu'on ne voit pas, hein, les invisibles. Et pour moi, c'est important de pouvoir tendre la main aux autres et de dire, mon atelier, eh bien, si je peux aider une femme, un homme, une jeune fille à pouvoir donner la lumière d'un petit travail sympa, voilà, moi c'est un peu ça que j'aimerais. Et si j'ai les moyens financiers de pouvoir offrir, de développer mon atelier dans ces conditions-là, en tout cas en toute bienveillance, ce serait vraiment génial, quoi. Comment on peut te contacter pour les personnes qui pourraient être intéressées pour ce projet futur, qui pourrait être réalisable dans les temps futurs, ou bien pour des possibles commandes aussi? Comment on peut te contacter? Alors on peut me contacter par ma boîte mail, donc c'est kanamaya.contact@gmail.com. J'ai mon numéro de téléphone, donc ça on peut me contacter par les réseaux sociaux aussi. Les réseaux sociaux, donc donc il y a mon site internet, c'est kanamaya.fr, sans le A tréma parce que ça passe pas sur le site internet, qui est d'ailleurs en refonte, hein, là actuellement, on va dire j'ai une version en ligne, c'est juste pour dire j'existe, mais sincèrement il va falloir le retravailler, il est en cours de retravail. Kanamaya05 pour le Facebook et Kanamaya05 pour l'Instagram. Donc n'hésitez pas à suivre Kanamaya et Marilène Pérez, la contacter si vous souhaitez que ce soit des commandes ou même des questions tout simplement, n'hésitez pas à la contacter. Vous savez tous aujourd'hui que KTB Radio est une radio libre. Et il y a une question que j'aime beaucoup poser aux invités qui viennent nous voir. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aimerais parler aujourd'hui? Le sujet que tu veux, que tu souhaites? C'est carte blanche pour toi. Alors, je vais parler d'un sujet qui me concerne, mais qui concerne énormément de jeunes aujourd'hui et d'adultes qui ne le savent pas. Ce sont les troubles d'attention avec ou sans hyperactivité. Donc j'ai été détectée il y a moins d'1 an, vous voyez, j'ai bientôt 60 ans, donc il a fallu quand même pas mal d'années de errance autour de cette thématique-là. Pour dire aux jeunes, peut-être que vous l'êtes, peut-être que c'est compliqué pour vous, mais vous inquiétez pas, vous avez en tout cas des atouts et des cartes en main qui vont vous permettre sûrement d'avancer. Et effectivement, on est un peu différent, ça c'est certain, hein, on se cogne, on oublie beaucoup de choses, on a le cerveau qui marche à 1000 à l'heure, mais c'est pas grave, on avance toujours et le tout c'est d'y croire et de croire en vos rêves et surtout de les mettre à exécution, hein, de ne pas se lâcher. Je suis prête aussi à discuter avec les jeunes qui ont ces difficultés-là pour leur expliquer, moi quand je vois mon parcours scolaire, et quand on m'a dit niveau bac loin d'être atteint, ça me fait toujours doucement rigoler parce que je me dis que mon bac je l'ai eu et j'ai bien eu autre chose derrière. Et pourtant, c'est vrai que